accueille Jamel Gessoum, vous êtes directeur d'un centre de recherche sociale. Monsieur Abdeslam Ritesh, vous êtes politique, Europe, écologie, les Verts. Messieurs, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien qu'on se dise. C'est, me semble-t-il, mais j'attends votre avis et n'hésitez évidemment pas à me dire que je suis peut-être à côté de la plaque, la non-participation de beaucoup de gens issus de l'immigration à des questions, il y a beaucoup de essentielles, des faits de société, des bouleversements sociétaux. Là, on parle des retraites, on parle d'écologie, donc on parle en fait de citoyenneté. Quel est le problème? Pourquoi ils ne participent généralement pas? Bien sûr qu'il y en a qui participent, évidemment. Et peut-être même de plus en plus. Je voulais avoir votre avis là-dessus. On commence par vous, Abdeslam Ritesh. Alors, merci de m'inviter sur ce sujet qui me tient à cœur parce que, comme vous le savez, j'ai été candidat aux élections législatives et en effet, j'ai eu également ce triste constat du peu de mobilisation justement dans les quartiers et des personnes qui justement ne s'approprient pas le fait politique et c'est bien là le drame. Mais moi je tiens à rappeler que à certains moments, lorsque l'on a eu des excès de certains maires qui ont pris des arrêtés pour interdire les femmes voilées d'aller sur les plages, qui ont été déshabillées sur les plages, à ce moment-là, vous avez eu un tas de personnes qui sont indignées de l'attitude de ces maires. Et à cet instant-là, ils prennent conscience que la politique leur appartient, qu'ils ont le devoir de faire les choses. Mais si vous voulez, sur une courte durée, il y a une indignation générale, une volonté de se saisir justement du bulletin. Et ensuite, eh bien, il y a une déperdition juste après et un manque de constance justement dans ces choix politiques. Vous savez, moi je vais juste vous reprendre le premier tour de l'élection législative sur la ville de Goussainville. Il y avait une fête organisée par l'association culturelle musulmane de la ville, avec des structures gonflables sur tout le stade, où il y avait eu, alors j'ai envie de vous dire, bien au-delà des habitants de la ville de Goussainville, beaucoup de gens qui sont venus, mais le seul problème, c'est que, vous voyez, et je me disais, si cette capacité-là était justement, se saisissait du bulletin de vote, juste avant d'aller à ce rassemblement, eh bien, le résultat aurait été différent. Donc, les gens, peut-être que ne s'impliquent pas dans la politique. Alors, de manière générale, les gens n'ont plus confiance en la politique. Ouais. Je ne vous apprends rien, quelles que soient les origines, les obédiences. Mais concernant la communauté musulmane ou la communauté arabo-musulmane, on a justement cette démission. Est-ce que les gens ne se sentent pas concernés par le fait politique français? C'est bien un drame. Et c'est bien dommage. En tout cas. C'est la question, mais c'est aussi un triste constat. Jamel Gessoum, est-ce que vous, dans votre expertise, vous faites le même constat, à savoir qu'il n'y a pas d'intérêt pour le fait politique français? Et comment vous l'expliquez? Alors moi, ce que j'aimerais en dire, c'est que aborder cette question de la citoyenneté de manière générale, en abordant les moyens et les finalités sans mettre en évidence la source, me paraît déjà problématique. Une des questions centrales qui me semble être posée, et on est là dans l'ordre de la sociologie, et en l'occurrence, la question de l'appartenance. Olivier de Serres, qui est une de mes références, fait un triptyque qui est culture, environnement, social, et en finalité, sa théorie, c'est que nous sommes enfermés dans ce triangle. Je vous donne un exemple. Si vous êtes de culture arabo-islamique, que vous êtes dans un environnement dit de quartier populaire, forcément, logiquement, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Vous sortez délinquant. Et si vous devenez avocat, c'est que la chaîne a été cassée. Et donc la question de l'appartenance me semble tout à fait essentielle, en ce sens que participer à la vie citoyenne, s'impliquer dans toutes les questions sociales et politiques. Je rappelle quand même que le mot politique, c'est la police, par exemple, c'est les gardiens de la cité, police. Et politique, c'est la vie du quartier et de l'environnement.
Et la question que je me pose par rapport à ma propre expérience personnelle, moi j'ai vécu dans les bidonvilles de Nanterre et jusqu'à aujourd'hui je vis dans les quartiers, c'est quelle est mon appartenance ou comment est-ce que je dois situer mon appartenance pour me saisir de l'ensemble des outils qui sont mis à ma disposition. Vous en avez évoqué quelques-uns, les élections, la participation au tissu associatif, pour faire en sorte que nous prenions pleinement, le nous est tout à fait impersonnel, nous prenions pleinement part dans cette citoyenneté. Et je rappelle quand même, pour celles et ceux, beaucoup l'ont vécu, et ont vécu dans des quartiers, en général, nous vivions dans les quartiers nord, c'était le cas à Marseille, c'est également le cas du nord de l'Île-de-France, donc la Seine-Saint-Denis, et donc nous sommes toujours au nord de quelque chose. Et d'ailleurs, la décentralisation de 1986, elle est très importante de ce point de vue, c'est que les institutions françaises ont développé des annexes, la poste annexe, la mairie annexe. Et donc, nous étions en finalité dans des territoires annexés. Et aller au centre-ville, dans la même ville, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on nous amenait tout pour ne pas sortir des quartiers. Donc, discrimination spatiale. La discrimination spatiale, la décentralisation, et en l'occurrence avoir la poste annexe, pourquoi aller à la poste principale? Pourquoi, et ça m'évite moi, de côtoyer des gens qui habitent la même ville, et donc de participer. Et donc nous avions même le terrain de football qui, dans l'autre sens, était un terrain de handball. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'annexion, nous sommes dans un territoire, la France, depuis les années 50, 60, 70, met à disposition d'une partie de la population des territoires annexés, et donc ils ne se mêlent pas à l'ensemble des citoyens d'une ville. Et donc la question voilà de une l'appartenance, explication du pourquoi alors. D'abord la question du pourquoi. Ouais. C'est-à-dire qu'une maladie, Il faut faire le bon diagnostic. Il faut faire le diagnostic. Ah oui, donc, bien sûr. la question sociologique de l'appartenance est tout à fait essentielle, sinon on passe à côté de tout ce que l'on pourrait faire pour parvenir à cette citoyenneté pleine et entière. D'accord. Nabil Mechtaziani, est-ce que le fait de mieux se connaître dans son identité, donc dans sa culture, tout en restant évidemment ouvert à la culture universelle, nous on aime les gens ouverts, est-ce que ça peut mieux aider à comprendre un petit peu les enjeux et donc à participer à la vie de la cité? Oui. En réalité, si on fait un état des lieux, il me semble bien qu'il y a deux éléments importants, c'est-à-dire des deux parties. D'une part, il y a un système colonial raciste qui relève du code de l'indigénat, malgré qu'il a été aboli par De Gaulle en 1945, mais il perdure à travers l'administration et toutes les institutions privées, il perdure par rapport à son idéologie, parce qu'il ne faut pas croire, c'est une idéologie. Le racisme discriminatoire, ambiant, direct ou indirect, il s'appuie sur une histoire, sur des idées politiques, des idées... Nabil, les lois, elles ont changé, les lois. Malgré les lois, il y a beaucoup de lois, il y a un dispositif de loi qui sort de France. D'ailleurs, la France est la championne des lois pendues, mais pour les mettre en application, c'est très difficile. Il y a beaucoup de lois à tous les domaines qui ne sont pas encore appliqués. Donc, le système raciste discriminatoire, il est plus têtu que les lois. Et en plus de ça, il y a des associations qui maintiennent ce système. Il y a des partis politiques qui maintiennent ce système. Il y a des médias qui maintiennent ce système. Il y a des pseudo-intellos racistes qui maintiennent. Il y a des culturalistes qui maintiennent ça. Donc, c'est tout un socle de services publics et privés
qui maintiennent le système colonial. Malgré la loi, malgré les dispositifs et les directives européennes qui ont été pendues, malgré la transposition de ces directives dans la loi nationale, dans le code pénal, dans le code civil, malgré tout ça, mais le système, il est têtu. D'accord. Alors, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Mon cher Nabil, d'accord, j'entends... Attendez, parce que j'en ai parlé qu'un volet. L'autre volet qui est nous. Ah, bah voilà, c'est-à-dire que... Pas parlé non, de mais, nous. oui, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que... Parce qu'il y a deux volets. Nabil, s'il vous plaît, que vous disiez qu'il y a un héritage. Dans tous les pays, il y a un héritage, avec du bon, du mauvais, etc., etc. Ok, très bien. Aujourd'hui, je vous disais, moi, je vous relançais sur des lois. Vous m'avez dit qu'effectivement, il y a des lois qui combattent ça, qui sont contre cela, etc. Bon, très bien. Mais je ne peux pas, moi, me contenter de cela pour justifier la non-participation, par exemple, à des élections où M. Abdeslam Hitesh, justement, est présent et se présente, et dit aux gens, voilà, moi, je comprends les problèmes de la cité, faites-moi confiance, et qu'il n'y en ait pas un, ou qu'il y en ait très peu, pardon, pour pas non plus dire que tout le monde ne bouge pas. Ils sont pas là. On peut pas. Excusez-moi, Nabil. On peut pas justifier cela en disant oui, mais vous comprenez, il y a De Gaulle, 45. On va pas ça se suffit. Victimiser, je sais. C'est pas possible, Jamel. On y reviendra. Oui, effectivement, mais là aussi, je reviens à ma notion de base qu'est la sociologie. L'accompagnement au changement est une donnée très importante, et en l'occurrence celle de nos nouvelles générations dans la prise en compte de la participation à la citoyenneté. Je donne un exemple simple, pas simpliste mais simple, sur la participation des élections, puisque c'était le cas évoqué. Ben, moi par exemple, et c'est là où nous avons aussi nous notre responsabilité, mes enfants, depuis qu'ils ont l'âge de 18 ans, je les accompagne à chaque fois, et ils ont pris maintenant l'habitude d'aller voter. Donc, la question centrale de l'éducation est notre responsabilité. C'est pour ça qu'il faut non seulement accompagner au changement celles et ceux qui n'étaient pas, je dirais, inclusifs dans cette forme intellectuelle qui est de « je participe ». Maintenant, ce qu'il faudrait faire, puisque revenir sur les années 50, 60, notre parcours, etc., c'est une chose. Mais maintenant, notre responsabilité, c'est d'accompagner nos nouvelles générations, et en l'occurrence ses propres enfants. Et depuis que mes enfants ont 18 ans, ils n'ont jamais raté une seule élection. Et donc, ça va devenir... Et là, c'est là où l'éducation rentre en ligne de compte. Et donc, ce système ils vont les perdurer auprès de leurs enfants. Et donc, si nous pouvons, nous, agir et arrêter à un moment de dire oui, mais ils se plaignent, ils ne participent pas, ils se plaignent. Ça, c'est le tenant et l'aboutissant. C'est d'éduquer nos propres enfants. Ça, on peut le faire. Parce que nous sommes en relation constante avec nos enfants. Et qu'eux le feront. Et donc, accompagner ce changement et que ça s'inscrive dans quelque chose de tout à fait normal. Je vous donne un exemple. En 1982, à Nanterre, mon frère était le premier à avoir eu la nationalité française, la carte d'identité française. Il le cachait tellement il avait honte. Et aujourd'hui, dire je suis français, bon, sauf pour les Algériens parce qu'on est assez spécial, mais dire je suis français est devenu tout à fait normal pour un jeune universitaire qui va à l'école, etc. Donc l'accompagnement s'est fait. Maintenant, il faut mettre un plein pied sur la question de la culture et de l'éducation, et que si on commence, nous, à notre propre échelle, à éduquer nos propres enfants, un qui éduque 3 ou 4 enfants, ça va faire boule de neige. Et je peux vous assurer que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sera plus dans cette posture où on va se plaindre à chaque fois. Je vous propose, je connais bien la question des quartiers, mais vous ne m'accompagnez pas pour accompagner le changement. Et à un moment donné, il faut arrêter d'être victime, de se positionner en termes de victime. Nous sommes pleinement responsables. On peut trouver des explications ailleurs. Bien sûr. Mais arrêtez de se poser en tant que victime. Abdeslam, ensuite, Nabil. Pour rejoindre le propos de Jamel Guessoum, non pas qu'il soit incomplet, il l'est totalement, sur un volet sur lequel la République a complètement échoué, c'est cette sectorisation des écoles. Et vous voyez, et vous l'avez dit... Qu'est-ce que vous entendez par sectorisation des écoles ? En fait, vous avez une cité ou un établissement scolaire juste au milieu, et tous les gamins de cette cité
vont dans cette école. D'accord. En fait, aujourd'hui, on vous parle de mixité sociale, mais le mal est déjà fait. On a déjà empêché ou pas permis à des jeunes, justement, d'avoir cette instruction civique, connaître le cadre institutionnel, connaître la République et les principes de la République, pour justement faire les citoyens de demain. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ne sont pas intéressées par le sujet, qui n'ont pas suivi de cours civiques. Et vous voyez, et même le fait de se mélanger, ce qu'il faut absolument, cette mixité sociale, elle est nécessaire pour que justement, qu'il n'y ait pas, et je pèse mes mots, et le terme n'est pas le mien, mais d'apartheid social. Ouais. Quand on a d'un côté des gens qui évoluent vraiment doucement et d'autres qui vont à l'allure d'un TGV, il y a un vrai problème. Nous avons beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils font leurs études, lorsqu'ils sortent du lycée et qu'ils ont la chance d'aller sur un établissement à Paris, il y a une disparité au niveau de la culture. Il y a un vrai problème parce que certains ont eu accès à la culture, ont eu l'occasion de visiter des musées, et ces jeunes qui vivaient dans les quartiers ont été, et le terme a été employé, ont été assignés à résidence. Tout sur place, on ne bouge pas. La bibliothèque annexe, elle est là. Il y a un bibliobus qui vous ramène des livres, mais surtout ne bougez pas. Restez là où vous êtes. Vous voyez, et c'est bien ça le problème. Ben oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, messieurs. Nabil Mechtaziani est ici présent. Vous êtes enfant de milliardaire, Nabil? Pas du tout. Très bien, merci. Nabil, il vient avec ses 5 ouvrages que j'imagine il a dévorés et qu'il y en a d'autres dans sa bibliothèque. C'est-à-dire, on a là un monsieur qui aurait pu se dire « Ah oui, mais non, assignation à résidence, ah oui, mais non, machin, ah oui, mais non, ceci, cela, etc. etc. » Mais non. Et il choisit de se cultiver. Il choisit d'apprendre, il choisit de comprendre, il choisit de s'investir, il choisit de vivre. Donc, moi, à un moment donné, je vous dis la vérité, tous ces autres-là, qui choisissent de ne pas apprendre, de ne pas réfléchir, de ne pas comprendre, ça commence à bien faire. Non, mais vous faites une erreur là. Alors, vous faites une erreur. Parce que la première thèse que vous avancez, c'est sur la question de l'apartheid social, etc. Mais sans trop vouloir m'avancer, cette théorie concerne les gens qui sont nés en France dans les années 60-70, qui ont vécu, je ne sais pas si Nabil a vécu cela, est-ce qu'il a vécu les années 60-70 dans les quartiers? Et donc, sociologiquement, sociologiquement, c'est pour ça que la question sociologique elle est importante. Alors, comment vous faites la différence? Vous faites l'erreur, c'est-à-dire que lorsque l'on parle d'apartheid social, de nous conscrire dans des zones où nous sommes entre nous, on se passait même le couscous par la fenêtre. Au bidonville de Nanterre, on se passait le couscous, etc. Mais Nabil, la question sociologique, et c'est pour ça que les sciences sociales sont très importantes, je ne sais pas, il va peut-être nous le dire, est-ce qu'il a vécu dans les années 60-70 dans les quartiers populaires ou non? Ou s'il n'a pas vécu cela, dans ces cas-là, il est complètement détaché de cette vision et il n'a pas ce poids que nous avons vécu durant des décennies. Moi, ça m'intéresserait de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Nabil? Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Excusez-moi. Oui, ça fait 32 ans de ça. Voilà. Oui. D'accord. Je disais tout à l'heure qu'il y a 2 volets. Il y a le volet de l'adversaire ou du discriminant en face, qui soit institutionnel ou qui soit privé à travers des associations, des partis politiques, des administrations de ceci, et il y a aussi le volet qui est nous. Nous, ça se travaille. C'est-à-dire que notre communauté, elle est sortie des indépendances malades. Malade par son ignorance, malade par le manque de l'instruction civique, qui est très important et qui en a parlé. Elle émane de quoi, cette instruction civique? Elle émane de notre culture, de notre appartenance arabo-musulmane. Tous les Maghrébins, pendant 14 siècles, il y a eu la culture arabo-musulmane, qui est un ensemble de valeurs et de principes et d'éthique et d'esthétique, etc., etc. Au lieu qu'après les indépendances de la Tunisie et du Maroc en 56 et de la
de l'Algérie en 62, au lieu de promouvoir cette culture et cette civilisation avec tout l'ensemble de ses principes et valeurs universelles dont l'instruction et l'éducation civique faisant partie, au lieu de faire ceci, non, petit à petit, elle a été entassée, c'est-à-dire elle a été occultée, etc. Et du coup, les générations suivantes qui sont venues, ils se sont trouvés face à la modernité, face à l'industrialisation de cette époque-là, dans les années 60, 70, etc., sans avoir avec eux ces valeurs universelles de leur propre appartenance. Et s'ils avaient promu ça, ils auraient pu apprendre à leurs enfants cette instruction civique ou cette citoyenneté et l'importance de voter et l'importance d'être intégré politiquement. Alors, or, ils ne se considèrent pas intégrés politiquement parce que ça ne les intéresse pas. Ils disent qu'on n'est pas chez nous. C'est qui le eux? Eh bien, la communauté maghrébine, la communauté. Oui, il y a quand même différentes catégories. Il y a celles qui sont venues du Maghreb pour le travail dans les années 60, oui, donc qui étaient là pour se faire et qui n'avaient pas encore, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore posé leur valise. Arrive une génération dans les années 60-70 qui, elle, petit aparté, lorsque j'habitais au bidonville de Nanterre, on n'avait pas l'eau courante, mais on avait une véritable vie sociale. Il y avait une véritable éducation. On l'a perdu quand on est passé dans les quartiers. Mais là où je me pose la question, c'est de savoir qu'il faut bien distinguer nos parents qui sont venus dans un but économique. Ensuite, nous, les années 60-70, où nous avions, il y avait certaines catégories, est arrivée la génération des années 80 et 90. Il n'y a pas eu effectivement de passation entre ces différentes générations. Mais nous qui sommes nés dans les années 60-70, nous avons toute l'attitude pour prendre nos responsabilités. Les premiers éducateurs, c'est les parents. Ce n'est pas forcément les institutions. Eh bien, c'est une très très bonne conclusion, messieurs. Le temps nous est compté. Mais on se retrouvera évidemment pour poursuivre ces débats. Bienvenue à vous dans On en discute. Vraiment, c'est très important, je crois, ce que nous sommes en train de dire, en espérant évidemment que cela se portera ses fruits parce que ce qui est intéressant, si je fais l'union entre vos deux propos là, c'est que rien n'est perdu alors. C'est qu'il ne s'agit que de temps. Voilà, que maintenant il est temps de poser ses valises pour reprendre votre expression. Et évidemment, et la responsabilité des parents. Tout le monde est responsable. Merci messieurs, à très bientôt dans un nouveau numéro d'On en discute sur RTV.